Je me présente. Moi, mon cursus, c'est que donc j'ai démarré comme informaticien, ensuite 15 ans de conseil en recrutement et grosso modo 20 ans à diriger des écoles, toujours des écoles d'informatique, parce que c'est un peu mon fil rouge, et plus particulièrement sur les 5 dernières années, l'école Estiam, qui est une école qu'on a créée pour permettre, je dirais, de former des étudiants capables d'accompagner ce qu'on appelle la transformation digitale des métiers et des entreprises. Donc là, on l'a vu par exemple avec le déconfinement, on parle de click and collect, de choses comme ça pour aider les entreprises, notamment les commerces. On voit bien que le métier de commerçant est en train de se modifier. Voilà, et il change grâce au numérique. Donc nous, on a vocation à être là pour accompagner ce changement. Et je suis très très bien accompagné par Myriam. Myriam qui va se présenter du Ouais. coup. Ouais, donc moi je suis vraiment côté ressources humaines, donc tout ce qui va être recrutement, ressources humaines au sein du groupe 42 Consulting qui est dans le domaine de l'informatique, du conseil en informatique et où on emploie depuis des années des experts comme des alternants et des stagiaires en informatique, que ce soit dans le côté développement digital, data, infra, DevOps, cloud, cybersécurité et même dans le domaine de la gestion de projet. Et Myriam, elle est gentille aussi de nous accompagner très souvent en formant nos étudiants. Tout à fait. Donc en leur donnant les clés pour trouver une embauche ou bien pour savoir comment organiser leur recherche. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis la petite casquette de prof Estiam. Et donc Myriam, elle illustre très bien le fait que chez nous, un prof, c'est d'abord un pro. Voilà. Mm, tout à fait. Donc, en 2 mots, je vous explique un petit peu ce qu'on va regarder ensemble. On va parler des différents contrats d'alternance pour vous aider à choisir, pour vous aider aussi à argumenter. Euh, un petit point sur c'est quoi un bon CV, comment organiser sa recherche, comment gérer son entretien d'embauche. Et je vous parlerai aussi chez nous de l'autofinancement des études, qui est un point important chez nous. Alors, quel contrat? Alors j'ai écrit SOS Entreprise parce que aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, c'est très rare qu'une entreprise soit au courant de la réforme de l'alternance. Très souvent, elles sont, euh, elles sont pas au courant en fait de ce qui existe, et c'est pour ça que cette conférence vise à vous donner les clés pour que vous puissiez lui apporter la bonne nouvelle sur comment ça marche un contrat d'apprentissage aujourd'hui, ou un contrat de professionnalisation, ou comment marche le financement, le fait qu'il y a, par exemple, il y a une prime de l'État en ce moment et personne n'est au courant. Et donc, ça fait partie des choses qu'on va expliquer ensemble. Après, vous expliquer la différence entre les différents stages et l'alternance et vous donner les différents types de contrats d'alternance. Parler donc des salaires et de l'impact sur la scolarité, est-ce qu'elle est prise en compte ou pas, et quel est le coût de l'entreprise. Voilà, puisque c'est ce qui compte finalement pour une entreprise quand elle veut vous choisir. Bah, ce qui compte, c'est bien sûr que vous correspondiez au poste, que vous soyez capable d'assurer, mais elle va bien sûr regarder son porte-monnaie, voilà, si ça lui fait mal ou pas. Alors, un stage, ça s'adresse à tout le monde. Il faut savoir que n'importe quelle personne, à partir du moment où vous êtes inscrit dans une école, vous avez le droit de faire un stage. À condition, bien sûr, que l'école accepte de vous le signer, mais il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de contrainte pour faire un stage. Par exemple, on pourra parler peut-être tout à l'heure de étudiants qui viennent de l'étranger, ils n'ont pas forcément le droit de faire de l'alternance dès le début, ce genre de choses. Ben, par contre, un stage, ils ont le droit d'en faire dès le début. Voilà. Un stage, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a une durée maximum de 6 mois. Sauf que 6 mois, on ne compte pas d'un bout à l'autre du stage, on compte en fonction de la durée. Par exemple, un stage d'1 an où vous auriez en stage tous les matins, ça serait un stage de 6 mois, au sens de la loi. C'est-à-dire qu'on va juste cumuler le temps que vous passez dans l'entreprise.
Donc la durée légale d'un stage, maximum 6 mois. Ensuite, combien on gagne? Eh bien en fait, très souvent on gagne zéro, parce que beaucoup d'entreprises, vous verrez, hein, ils vont très souvent vous faire une durée de stage qui sera de 1,99 mois, parce qu'ils savent qu'à partir de 2 mois, ils doivent payer. À partir de 2 mois, ils doivent payer un minimum de 3,90 € de l'heure, et ça vous fait à peu près, c'est autour de 600 € par mois, c'est ce qu'il faut savoir. Et ça, c'est un montant légal auquel ils ne peuvent pas échapper si la durée est plus de 2 mois. Alors attention, quand on parle de durée de 2 mois, on reste dans cet esprit-là, c'est-à-dire on parle du temps de présence en entreprise. Si vous faites un stage qui démarre le 1er janvier, qui s'arrête le 30 juin, mais vous y allez que 2 jours par mois, ça sera considéré comme un stage qui est de moins de 2 mois. D'accord? Parce que vous n'aurez pas accumulé le nombre de jours suffisant pour atteindre 2 mois. L'entreprise qui va vous payer donc sur la base de ces 3,90 € de l'heure, elle a une franchise fiscale qu'il faudra que vous connaissiez, qui est en fait de ce montant-là. C'est-à-dire que le montant qui est ici, c'est le montant minimum du salaire. Une entreprise peut très bien décider de vous payer 1 000 €, hein, je vous le souhaite. S'ils vous payent 1 000 €, ils vont payer des taxes, par exemple tout ce qui est sécurité sociale, retraite, ce genre de choses, uniquement sur la différence entre les 1 000 et les 600 qui sont là. Donc ils paieront sur une base de 400 € les taxes. Voilà. Et en plus du salaire, et même si c'est un stage gratuit, vous avez droit au ticket restaurant, à ce genre de choses. Donc si l'entreprise elle donne des avantages aux salariés, vous devez avoir les mêmes. Si les salariés de l'entreprise ont droit à un ticket resto, vous avez droit à des tickets resto. Et aussi, l'entreprise doit vous payer la moitié de votre trajet entre le domicile et le bureau, comme pour un salarié. Voilà, vous avez donc ticket resto et les trajets. Bon, on passe rapidement sur le stage parce que ce n'est pas l'objet principal de notre discussion. Je vous ai mis un exemple quand même. Par exemple, Microsoft, si vous prennent 3 mois à 666 € par mois, ça leur coûtera 2000. Et les 666 € par mois, ça va leur coûter que 50 € de taxes en fait, à cause de l'abattement dont je vous ai parlé. Et donc, au bout du compte, 3 mois de stage, ça leur coûte réellement ça. Voilà, les 2150, parce que c'est le salaire plus les 50 € par mois de charge. Voilà, ça c'est le coût pour un stage de 3 mois, euh, si vous prennent à ce salaire-là. À côté de ça, on va parler de quelque chose qui est plus intéressant, qui s'appelle l'alternance. Alors la grosse différence entre l'alternance et le stage, c'est quoi à votre avis? C'est que l'alternance, ça vous paye vos études. C'est-à-dire que si vous êtes dans une école qui est payante, eh bien, à partir du moment où vous avez un contrat d'alternance, eh bien, vous n'avez plus à payer l'école. Tandis que si vous êtes en stage, eh bien, c'est quand même vous qui payez l'école, c'est pas l'entreprise. Quand vous êtes en alternance, l'école, elle est payée par l'entreprise, pas par vous. Donc, si vous touchez un salaire, il reste pour vous, il n'est pas pour payer les frais de scolarité. Alors, contrat d'alternance, on parle de deux types de contrats. Ce qu'on appelle le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Alors, de nos jours, c'est de très loin le contrat d'apprentissage qui est le plus utilisé, parce que c'est celui qui est le plus intéressant pour l'entreprise, c'est celui qui lui coûte le moins cher. Le seul cas où on utilise encore le contrat de professionnalisation, c'est pour des personnes qui ont dépassé l'âge maximum pour un contrat d'apprentissage, qui est de 30 ans. Donc, si vous avez 31 ans, et bien dans ce cas-là, vous allez sans doute signer un contrat de professionnalisation avec l'entreprise. Moi, j'ai déjà vu des gens qui avaient près de 50 ans qui faisaient un contrat de professionnalisation parce qu'ils avaient le statut de. Ils étaient chômeurs en fait. À partir du moment où vous êtes chômeur, il n'y a pas de limite d'âge. Après, vous avez une petite différence. C'est que dans un cas, vous pouvez faire jusqu'à 3 ans de contrat d'apprentissage. Dans l'autre cas, c'est jusqu'à 2 ans de contrat de professionnalisation. Les salaires. Alors,
le salaire d'un contrat de professionnalisation est un peu plus intéressant que celui d'un contrat d'apprentissage. Par exemple, en- pour tout le monde, on commence à 846 euros, alors que en apprentissage, on est à 661. Et par contre, vous avez des différences en fonction de votre secteur d'activité. Nous, par exemple, on est une école d'informatique. Ben, les informaticiens, ils sont mieux payés que les autres. Voilà, on a cette chance-là. Donc, quelqu'un qui est en informatique, qui fait un contrat de professionnalisation, s'il a moins de 21 ans, il va toucher 1300 euros par mois. À partir du moment où il a plus de 21 ans, il va passer à 1429. Voilà, c'est plutôt confortable. Euh, Alors que là, quelqu'un qui a 21 ans, il va toucher 800 euros. Donc on va presque du simple au double. Cependant, les entreprises, elles, ce qui les intéresse, c'est la réduction des charges. C'est-à-dire qu'elles ont très peu de charges à payer sur les salaires dans le cadre des contrats d'apprentissage. Grosso modo, c'est zéro charge. En général, quand une entreprise paye un salaire, elle a à peu près la moitié de taxes à payer en plus. Voilà. Si vous avez un salaire de 1000 euros, l'entreprise, en réalité, elle va dépenser 1500. Et ben, dans le cadre du contrat d'apprentissage, elle a que les 1000 euros à payer. Et donc, pour l'entreprise, vous imaginez que c'est hyper important. En contrat de professionnalisation, il n'y a pas cet intérêt-là. L'entreprise, elle est toujours avec ses 1500 à payer si elle vous donne 1000. Voilà, donc, c'est moins intéressant pour elle. C'est pour ça que la plupart des contrats, c'est cela maintenant. Il y a une autre particularité aussi, c'est que les contrats d'apprentissage permettent un coût de zéro scolarité pour les entreprises. C'est-à-dire que les frais de l'école, nous par exemple, on a un coût de diplôme qui est autour de 10 000 euros pour une entreprise. On lui coûte 10 000 euros par an à cette entreprise, sauf que les 10 000 euros, c'est pas elle qui les paye. C'est un organisme qu'on appelle un OPCO. Là, je vous montre la liste des OPCO. Ce sont des organismes qui sont là pour payer la formation à la place des entreprises. Et chaque organisme s'occupe d'une branche. Par exemple, nous, celui qu'on vit le plus, il s'appelle Atlas. Atlas, c'est un organisme qui s'occupe de toutes les sociétés de conseil, toutes celles qui sont dans l'informatique, comme par exemple Capgemini ou ce genre de boîte. Et en même temps, bizarrement, ils bossent aussi sur tout ce qui est banque, finance, assurance. C'est eux qui s'en occupent. Là, par exemple, vous avez Avdas. Avdas, c'est l'organisme qui s'occupe de toutes les chaînes de télé. Voilà. Si vous bossez dans une chaîne de télé, c'est Avdas qui va payer votre scolarité. Si vous bossez dans une boîte d'informatique, c'est Atlas qui va payer. Et ces gens-là, ils vont payer une partie seulement de la scolarité si vous êtes en contrat pro, tandis qu'ils paieront la totalité si vous êtes en contrat d'apprentissage. Voilà. Je vais vous donner après des exemples concrets. Donc, en tout cas, là, je vous donne un peu pour vous expliquer. Tous ces opérateurs, donc ce qu'on appelle un OPCO, ça veut dire un opérateur de compétences. Vous voyez, OPCO, voilà. C'est opérateur de compétences. Et donc, ils ont chacun, en fait, une liste de secteurs. Par exemple, si vous êtes fabricant de caoutchouc, ben, c'est une boîte qui s'appelle OPCO 2i qui s'occupe de vous. Si vous faites de la pub, c'est Avdas, donc les mêmes que ceux qui s'occupent des chaînes de télé qui s'occupent de vous. Et nous, en informatique, on est très souvent là-dessus, on est dans une convention collective en fait qui s'appelle le Syntec, et donc qui regroupe toutes les boîtes d'informatique, notamment la société où travaille Myriam. Hein, Myriam? Oui. Voilà. Donc toi, ta boîte, elle dépend d'Atlas. Et quand tu prends un alternant, ensuite tu fais une demande de financement à Atlas, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Voilà. On passe directement par la plateforme. Comme ça, c'est eux qui font le chèque. Donc, quand on est en contrat pro, euh, la structure, c'est que les frais de scolarité, ils sont pris qu'en partie. Par exemple, nous, en contrat pro, si on est à 9 900 euros, j'ai dit 10 000 pour arrondir tout à l'heure, mais nos frais de scolarité, c'est 9 900 euros par an. Et comme on donne 609 heures de cours, ça fait en fait 16,25 € par heure. Vous pourrez vérifier, hein, l'un fois l'autre, ça fait 9 900. Eh ben,
Sur les 16,25 €, Atlas, il paye que 11. Ça veut dire que, si je reprends l'exemple de Microsoft, un étudiant qui va chez Microsoft, eh ben, il va lui coûter 5,25 €, c'est-à-dire le delta entre les 11 € ici et les 16,25 € qui sont là. C'est clair pour tout le monde? Vous m'arrêtez si vous ne comprenez pas, hein, si je vous perds. En plus des frais de scolarité, donc du coup, on voit qu'en contrat pro, ben, il reste de l'argent à payer, hein, puisque là, si on regarde ici, on est à 5,25 €, c'est quand même 3 300 € par an pour l'entreprise. Donc, c'est pas gratuit, vous voyez. Bon, très souvent, Microsoft, le salaire type qu'ils prennent, c'est autour de 800 € quand ils prennent quelqu'un en contrat pro. Euh, ça revient à 300 € de charge pour un étudiant qui rentrerait chez eux. Et donc, si je rajoute les frais de scolarité, Microsoft, ça lui fait quand même 17 000 € par an à payer. Vous voyez, c'est quand même, c'est pas gratuit quand on prend un alternant. Tandis que Atlas, en face, il paye donc 11 € fois les 600, ça fait grosso modo 600 €. C'est quand même toujours ça d'économiser pour Microsoft, on est d'accord. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, il y a une prime de l'État pour tous les contrats signés jusqu'au 28 février 2021. L'État file 8 000 € à Microsoft. Alors, il ne leur donne pas comme ça, hein, il leur donne en fait une partie tous les mois. C'est-à-dire que ça vient pour économiser les salaires en fait. Donc, bah, si vous êtes sur un contrat de 12 mois, et donc ils vont envoyer un douzième de la somme chaque mois juste avant de recevoir votre salaire. Et donc, c'est intéressant quand même parce que ça baisse le coût qui passe de 17 000 à 9 000 € par an pour Microsoft. Donc, c'est déjà plus intéressant pour eux. Mais c'est toujours pas gratuit. Dans le cadre du contrat d'apprentissage, c'est un peu différent. Déjà, de par la loi, le salaire, il est plus qu'à 661. X 12, ça fait autour de 8 000. Nous, on a toujours les mêmes frais de scolarité, les 9 900. Là, je vous rappelle que c'était les mêmes ici, 9 900 pour les contrats pro. Donc, en contrat d'apprentissage, c'est très simple. Atlas, il va tout payer. Donc, il reste 0 à payer pour l'entreprise là-dessus. Donc, ils prennent la totalité. Et Microsoft, ils ont juste le salaire à payer, mais ils n'ont pas de charge sur les salaires. Ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, je vous avais dit, il n'y a pas à payer la sécurité sociale, il n'y a pas à payer la retraite ou le chômage ou ce genre de choses, qui sont des taxes qui viennent sur les salaires. Et donc, ça fait un net qui est de 8 000 €. Mais il y a la bonne nouvelle pour Microsoft, c'est toujours cette prime de l'État dont je vous ai parlé, qui est toujours de 8 000. Et donc en ce moment, 8 000 moins 8 000, ça fait 0. Et donc ça, c'est un point que très très peu de gens savent. Donc c'est important que vous ayez cette info, que le coût pour l'entreprise en ce moment, pour quelqu'un qui est en contrat d'apprentissage, c'est 0 si vous êtes au niveau Bac plus 3. Parce que ça, c'est le salaire d'un Bac plus 3. D'accord. En Bac plus 4, on est autour de 800. Donc là, on va juste avoir une différence de 200 € par mois à payer. Enfin, une entreprise, elle est capable de payer 200 €. Hein. Donc, je voulais vous montrer la différence, c'est-à-dire que les contrats d'apprentissage fonctionnent dans le cadre d'une réforme qui a démarré le 1er janvier de cette année. C'est pour ça que personne ne le connaît, c'est pour ça que les entreprises ne sont pas informées, et c'est pour ça que vous, il faut que vous sachiez pour pouvoir leur donner la bonne nouvelle. Leur dire, eh oh, vous n'êtes pas au courant, mais c'est gratuit. Et donc, parce qu'avant, jusqu'à présent, on leur prenait en fait de l'argent qui s'appelait la taxe d'apprentissage. Ça, c'est une taxe que versent toutes les entreprises et ça leur donnait un budget en fait pour payer les frais de scolarité. Donc, nous, par exemple, on a, si on prend une boîte qui paye pour 1 million d'euros de salaire à ses employés, puis il faut déjà avoir une bonne taille quand même hein, pour dépenser 1 million d'euros de salaire, bah, ça lui fait que 6 800 € de budget taxe. C'est-à-dire qu'une boîte qui a 1 million d'euros de salaire, ça lui paye
0,68% d'un étudiant estiame. Donc ça lui paye que la moitié d'un étudiant. Et donc du coup, toutes les entreprises qui n'avaient pas suffisamment de, de salaire à payer, eh ben, elles ne prenaient pas d'apprentis parce que ça leur coûtait de l'argent de leur poche. C'est-à-dire que ce qui manquait, c'était elles de le payer. Et donc c'était surtout les grosses boîtes qui pouvaient prendre des apprentis. Mais depuis le 1er janvier, le système a changé. Bon, les entreprises, elles continuent à payer leurs taxes, mais on ne se base pas sur la taxe qu'elles ont payée pour leur dire à combien elles ont droit. C'est les entreprises, elles continuent à payer leurs taxes, et ensuite il y a une agence gouvernementale qui s'appelle France Compétences, qui a été prendre toutes les écoles de France, tous les diplômes de toutes les écoles pour mettre un tarif. Donc nous concernant par exemple, c'est de là que vient notre tarif de 9 900 pour une entreprise. C'est pas le même tarif pour un élève, hein. Si vous êtes étudiant et que vous voulez venir chez nous, vous paierez que 6 800. Mais si vous êtes une entreprise qui prenait un alternant, vous devrez payer 9 900. Et donc, ce tarif France Compétences, c'est en fait le tarif qui est pris en charge par l'État à la place des entreprises, via les OPCO en réalité. C'est-à-dire qu'ils vont demander à nos amis ici de payer à la place de l'État. Bon, bien sûr, ils leur envoient l'argent. En fait, c'est l'argent de la taxe. Donc cette taxe-là, c'est toujours payé par les entreprises. L'argent, il est réuni par l'État, il est envoyé aux OPCO, et c'est les OPCO qui vont payer le tarif fixé par France Compétences à l'école. Voilà. Et ces tarifs, ils sont en fonction du diplôme. Et il peut y avoir des petites variations en fonction de la branche d'activité de l'entreprise. Mais ce qui est important, c'est que c'est payé par l'OPCO et que du coup, le coût de scolarité pour l'entreprise, il est de zéro. Voilà. Et bien sûr, ce qui est nouveau aussi, c'est cette prime de l'État de 8 000 euros. La seule chose, c'est qu'il faudra surveiller si ça va être maintenu ou pas. C'est une prime qui a été mise en place à cause de la pandémie pour aider les entreprises à tenir le coup. Moi, je pense qu'il y a de grandes chances pour qu'ils refassent quelque chose d'approchant. Est-ce que ça sera la même chose? Est-ce que ça sera un peu différent? Mais ils ne pourront pas arrêter du jour au lendemain de soutenir les entreprises pour l'alternance parce que les entreprises, elles ont besoin d'être assurées, elles sont en mauvaise santé, et si on ne les aide pas, elles vont continuer à ne pas vouloir prendre d'alternants. Donc, et ils le savent. Et donc, comme le gouvernement sait très bien qu'il faut booster un petit peu l'alternance, eh bien, ils font ce qu'il faut pour que les entreprises puissent défiscaliser, donc notamment cette prime de l'État. Mais moi, je vous encourage à bien surveiller. Attendez, je vois que quelqu'un est en attente, je le fais entrer. Je vous encourage à bien surveiller. Et donc, il faut surveiller sur Google, hein, tout bêtement, vers fin février, début mars, s'ils annoncent le renouvellement de la prime de l'État. Parce que ça, c'est une info que vous devez pouvoir apporter aux entreprises. Est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent des entreprises qui étaient au courant de cette prime de 8 000 euros? Hein, répondez par oui ou par non là dans la discussion, comme ça me permettra de voir un peu. Non, non. Ok, donc ça prouve juste que les entreprises ne sont pas informées. Donc c'est à vous d'avoir cette info, de bien comprendre comment ça marche pour apporter cette bonne nouvelle aux entreprises. Et ça, je peux vous garantir, ça vous permettra de transformer un entretien en embauche. Là, je vous ai fait un petit résumé pour comparer donc les trois contrats. Donc la convention de stage, le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Donc là, c'est à qui ça s'adresse. Donc convention de stage, c'est pour tout le monde. Contrat pro, il faut avoir moins de 26 ans ou alors il faut être inscrit à Pôle emploi. Et contrat d'apprentissage, il faut avoir moins de 30 ans. C'est pour ça que les plus de 30 ans, ils arrivent ensuite dans cette catégorie-là, en général. L'avantage pour les étudiants, donc il y a toujours donc il y a la rémunération si on a plus de 2 mois en stage, il y a les tickets restaurants, 50% des transports. Ça, on le retrouve à chaque fois, hein, les 50% des frais de transport et les tickets resto. Hein, c'est valable partout. Voilà. Et dans les deux cas, pour l'étudiant, vous n'avez pas de scolarité à payer.
hein, notamment dans notre école. Quand un étudiant s'inscrit chez nous, s'il s'inscrit en alternance, il va payer 0. Voilà. Il n'a pas de frais d'admission, de frais de scolarité, de frais d'examen, de frais de je sais pas quoi. On n'a pas de relation financière avec lui. Ouais, il n'a même pas à connaître notre RIB. C'est pas du tout, ça n'est pas applicable. Donc ensuite, les limites du contrat, vous voyez, je les compare. Donc pour une convention de stage, c'est maximum 6 mois. Un contrat pro, c'est minimum 6 mois, maximum 24. Contrat d'apprentissage, minimum 6 mois, maximum 36 mois. 3 ans donc. Le coût pour l'entreprise, donc là, elle ne paye pas la frais de scolarité, donc elle paye les salaires moins la franchise fiscale, qui est de 600 euros par mois. En contrat pro, elle va payer en fait un pourcentage du SMIC. Ça, c'est le salaire pour un étudiant de 21 ans, par exemple. Et elle va payer les charges sur les salaires. Donc, grosso modo, on est autour de 45-50% de charges en plus. Donc, un étudiant de 1000 euros lui coûte 1500 euros. Et frais de scolarité, elle va payer la partie en plus de l'OPCO, donc le delta. Donc, si l'OPCO paye 11, elle va devoir payer 5,25 € par exemple de l'heure, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Tandis que dans le cadre du contrat d'apprentissage, on paye le salaire et à peine 5% des charges en fait. Il y a une annulation quasi totale des charges sur les salaires. Et les frais de scolarité, vous voyez, ils passent à 0 et il y a la prime de 8000. Alors j'ai oublié de mettre à jour, mais la prime de 8000, elle s'applique aussi ici. Voilà, je vous le fais là tout de suite. Voilà, c'est plus propre. Le support, c'est-à-dire quel document on signe. Là, on signe un stage conventionné. Là, il faut absolument que ça soit dans le cadre d'un titre, Bac+5, avec derrière, c'est soit un CDD, soit un CDI. Et là, c'est pareil, c'est toujours pour obtenir le titre, donc le diplôme de l'école. Et on va ensuite ajuster la durée du contrat en fonction du diplôme. Alors, Oui. Delia, tu voulais poser une question? Ouais. Je t'écoute. Effectivement, Delia pose comme question si après avoir fait 36 mois en contrat d'apprentissage dans une entreprise, on veut continuer l'alternance, faut-il chercher une autre entreprise? Alors, on n'est pas obligé de changer l'entreprise. On peut très bien enchaîner plusieurs contrats d'alternance dans une même entreprise. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est particulier avec l'alternance, avec l'apprentissage en tout cas, c'est que le contrat, il va jusqu'au diplôme. Alors, ce qu'il peut y avoir, par exemple, c'est, imaginons, là, tu es en terminale. Tu rentres dans une école et tu vises un bachelor, par exemple. Le bachelor, il est dans 3 ans. Donc là, tu fais un contrat d'apprentissage pour le bachelor. Une fois que tu arrives à ton bachelor, tu peux très bien dire, ah ben tiens, je ferais bien encore un contrat d'apprentissage pour arriver à un master. Et là, tu ferais dans ce cas-là un deuxième contrat de 2 ans que tu peux faire avec la même boîte. Voilà. La seule chose, c'est que si tu rentres dans une école et que donc là, si tu rentres en première année, par exemple, et que le futur diplôme, donc il est Bac+3, bah, tu n'as pas le droit de faire un contrat d'une durée inférieure aux 3 ans pour obtenir le diplôme. C'est-à-dire qu'un contrat d'apprentissage, il doit toujours t'amener jusqu'au prochain diplôme, jamais en cours de route. Voilà. Delia, j'espère que c'est clair. Voilà. Donc, tu vois, la limite de 36, elle est pour un contrat donné. Donc, tu peux dépasser cette limite, tu fais plusieurs contrats, et tu peux faire plusieurs contrats avec la même boîte. Voilà. Alors, j'ai été trop vite, excusez-moi. Voilà. Juste pour vous montrer que tout ça, c'est possible chez Estiam, hein. Les 3 contrats sont possibles. Donc, que ce soit le stage, le contrat pro, le contrat d'apprentissage. Mais du point de vue des entreprises, elles, ce qu'elles préfèrent, c'est ça. C'est le plus avantageux parce que, surtout à cause des charges sur les salaires et le fait que les frais de scolarité sont à 0. Euh, le contrat pro, ça sert si le contrat d'apprentissage ne peut pas s'appliquer. Et la convention de stage, c'est plutôt pour les étudiants qui n'ont pas encore le droit. Parce que là, j'ai oublié de vous montrer un truc ici. Voilà. Quand je vous ai parlé des contrats d'alternance, en fait, c'est interdit à ce qu'on appelle les primo-arrivants. Un primo-arrivant, c'est un étudiant qui vient de l'étranger. Il a eu son visa pour venir étudier.
Mais à partir du moment où il rentre en France, il doit attendre 12 mois avant d'avoir le droit de faire de l'apprentissage, enfin de l'alternance. Et donc pendant ce temps-là, en général, il va se rabattre sur une convention de stage. Parce que ça, il peut le faire dès le début. Là, je vais peut-être laisser la parole, puis comme ça, je vais pouvoir boire un coup. Je vais laisser la parole à Myriam pour nous parler un petit peu des outils en fait de la recherche d'entreprise. Tout à fait, parce que pour pouvoir financer ses études par une alternance, bah, il faut avant tout pouvoir trouver cette alternance et ça passe avant tout par la création d'un super CV. Et du coup, on vous a mis ici un exemple type du CV Estiam, en tout cas des étudiants de l'Estiam, et quelques points importants à ne pas négliger. Donc, bien évidemment, on peut voir que le CV Estiam, il a quand même un visuel assez attractif et on peut facilement retrouver les éléments, à savoir le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse mail, la partie formation et la partie expérience professionnelle. La partie compétences et centres d'intérêt aussi qui sont très importants à mettre en avant. Donc le premier point, ne jamais mentir sur son CV. Pourquoi? Parce que de toute façon, on finira par le savoir. Si vous mentez sur un CV en disant que vous avez travaillé sur un super site internet, que vous avez développé ceci et cela et que lors de l'entretien, vous passez l'entretien RH, certes, mais il y aura toujours un entretien technique avec un expert qui se rendra compte vite malheureusement des mensonges. Restez attractif parce qu'il faut que votre CV soit à la fois synthétique mais complet. Il ne faut pas bâcler son CV. Il faut prendre le temps de le faire correctement parce que c'est vraiment la première impression que va avoir un recruteur vous concernant. Il ne vous aura jamais vu, il ne vous aura jamais parlé. Par contre, il aura votre CV sous les yeux et c'est vraiment au travers de ce CV qu'on va déjà avoir une première impression de vous. Donc, très important voilà, de bien le faire, de ne pas se fermer de porte également. Ce n'est pas parce que vous n'avez aucune expérience que vous démarrez dans vos recherches, que ça va être votre toute première expérience, qu'il faut se dire, bah non, chaque offre d'emploi sur laquelle je cherche à postuler précise qu'il faut minimum une première expérience ou quoi que ce soit. Il faut mettre en avant les expériences au travers des cours, puisque chaque cours donne lieu à des projets, donc des cas pratiques qu'il faut mettre en avant. Ça peut être des projets personnels également que vous pourrez mettre en avant. Vous avez développé une application mobile, vous avez développé un site internet à titre personnel ou en freelance, ça peut se faire aussi. Donc toutes ces expériences sont bonnes à mettre sur votre CV. Et le petit plus, si vous avez eu la chance de passer une certification, toujours mettre un petit logo, ça reste assez attractif et ça rend toujours bien sur le Mila, CV. avec le CCNA Ouais, par exemple. exactement. Préciser le rythme de l'alternance également, c'est important de le préciser parce que c'est la première question que on va vous poser. Lorsqu'un recruteur va vous contacter, va vous demander ce que vous recherchez. Donc soit c'est directement écrit sur votre CV et au moins c'est clair, on ne va pas perdre notre temps à vous appeler si vous recherchez un stage et avec nous on propose qu'une alternance, ou si vous avez un rythme d'alternance qui n'est pas intéressant. Typiquement, côté 42, nous malheureusement on a dû refuser pas mal d'alternants parce que le rythme n'allait pas. Si vous avez des écoles qui proposent 2 semaines d'entreprise, 2 semaines d'école, ou une semaine par-ci, 3 semaines par-là. Alors qu'à l'Estiam, c'est vrai que le rythme est assez intéressant puisque c'est vraiment juste une journée de cours et 4 jours en entreprise, ce qui vous permet vraiment de vous immerger dans les projets de façon continue et pas d'avoir un trou après sur le projet d'1 ou 2 semaines parce qu'en voire même 2 semaines, on peut faire avancer énormément le projet. C'est Donc vrai voilà, qu'on a donc ça fait ça c'est pour que les managers puissent vraiment compter à tout moment sur leurs alternants. C'est qu'ils sachent qu'ils les ont toujours à disposition pour travailler ensemble. Alors un CV doit également être bien détaillé sans forcément en faire trop. Les CV typiquement où les personnes écrivent voilà, j'ai développé un site e-commerce en 2017, ok, ça a duré combien de temps? Donc est-ce que c'était pas forcément de date à date, mais au moins préciser de tel mois à tel mois, de telle année à telle année. Le site e-commerce, vous l'avez développé très bien. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que
vous avez, je ne sais pas, développé la partie front, la partie back. Est-ce que vous avez fait des tests? Est-ce que vous avez participé à la rédaction des cahiers des charges? Tous ces éléments sont importants et vont vous permettre de vous mettre en avant. Donc, il faut bien détailler son CV et préciser pour chaque expérience l'environnement technologique. Quel langage de programmation vous avez utilisé, quelle base de données. Ça va vous permettre, lorsque vous allez enregistrer par la suite vos CV dans tout simplement les job boards, ça va vous permettre d'apparaître en top de liste, puisque les mots-clés, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne côté ressources humaines pour chercher des alternants. On fonctionne par mots-clés. On va rentrer dans des job boards des mots-clés, c'est-à-dire développeur Java ou développeur Python. Et plus le mot développeur et Python ou développeur et Java va apparaître sur votre CV, plus votre CV va apparaître en top de liste. Donc, c'est très important, en tout cas, de bien le développer, de le détailler, en tout cas. Alors, là aussi, dans l'exemple qu'on voit, oui, ici, là, on a mis expérience professionnelle, stage et projet. Parce que souvent, quand on est en première année, par exemple, on cherche un stage, des fois, c'est le premier stage. Et donc, on va. Enfin, si, il y a le stage de troisième, mais bon, c'est pas très facile à vendre pour trouver un stage de première année ingénieur, par exemple. Et donc, le fait ici d'avoir mélangé tout ça, expérience professionnelle, stage et projet, vous voyez, ça permet à un étudiant à la fois de parler de ce qu'il a pu faire pour une entreprise, mais aussi de parler des projets qu'il a fait à l'école. Parce que ça, c'est quelque chose que vous avez dans votre escarcelle quand vous arrivez en fin de première année et que vous cherchez votre premier stage d'été. Donc, c'est important de. Alors, après, il faut être honnête. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire c'est des expériences professionnelles et puis mettre des trucs faits à l'école. Par contre, là, on est honnête puisqu'on dit que c'est aussi des stages et des projets et pas que des expériences professionnelles. Tout à Donc, fait. ça a permis de rajouter la partie projet qui est là et donc de rallonger la sauce. Et là, on voit aussi, par exemple, quelqu'un qui aurait bossé pour les Restos du Cœur. Donc, c'est quelque chose d'associatif, mais c'est quand même quelqu'un qui s'est impliqué, même si c'était peut-être pas pour faire de l'informatique dans notre cas. Mais c'est important pour le CV, c'est important pour le recruteur de savoir, de mieux comprendre votre personnalité grâce à ça. Voilà. Donc il faut penser Pareil. à rajouter un petit peu les choses qui sortent de l'ordinaire que vous avez pu faire et pas simplement ce que vous avez fait pour bosser ou bien dans le cadre de vos études. Des fois, c'est des choses connexes qui vont vous valoriser. Pareil pour la petite partie centre d'intérêt, c'est aussi important. Souvent, elle est délaissée ou parfois on la retire parce qu'on ne sait pas trop quoi mettre. Ces centres d'intérêt, ça nous permet, au-delà de vos compétences et du cadre professionnel, de vous découvrir à titre personnel. Parce que souvent, les sociétés recherchent aussi une personnalité et recherchent des personnes avec qui ils vont bien s'entendre puisque vous allez travailler au quotidien avec eux. Donc, c'est aussi important de le compliquer. Alors, qu'est-ce qu'on fait de son CV? Bien évidemment, une fois qu'on l'a bien travaillé et que il est prêt, il faut tout simplement, bien évidemment, postuler à des annonces. Au-delà des annonces, il faut savoir que beaucoup de recruteurs n'ont pas de budget pour pouvoir mettre en ligne des annonces, puisque les job boards, que ce soit Monster, APEC, Welcome to the Jungle, etc., ou les réseaux sociaux type LinkedIn, pour pouvoir poster des annonces, cela a un coût. C'est un investissement pour les entreprises et tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc souvent, les recruteurs vont s'orienter vers des sites gratuits comme Indeed ou APEC, qui sont des sites où on peut poster des annonces gratuitement. Ou sinon, on va faire ce qu'on appelle du sourcing, c'est-à-dire qu'on va chercher sur ces job boards à accéder à vos CV. Donc il faudra à la fois postuler à des annonces, mais il faudra à la fois prendre le temps de se créer un compte sur ces différents job boards et notamment le réseau social qui est LinkedIn, qui est vraiment en tendance et tout recruteur dans le monde du travail et même vous en tant que futur professionnel devez avoir un compte LinkedIn. Et on en parlera par la suite. Vous pourrez mettre en ligne votre CV et après, nous, on cherchera effectivement nos alternants ou stagiaires sur les job boards. Important également, il y a quelques points importants qu'on a mis en avant. Donc, customiser son CV pour chaque offre. Si vous avez différentes expériences de côté développement et infrastructure et que votre rêve, c'est de devenir ingénieur système réseau, bien évidemment, vous allez mettre en avant toutes vos expériences personnelles, professionnelles ou scolaires d'ordre infrastructure en avant par rapport à celles du développement. Donc, vous pouvez avoir du coup différents CV pour différentes offres. C'est un gros travail,
mais l'investissement en vaut le coup, puisqu'après, l'objectif, c'est d'avoir différentes offres et de pouvoir choisir la meilleure offre et de pouvoir avoir le choix de son alternance. La seule limite, c'est de ne pas mentir. Bien C'est-à-dire que sûr. vous avez le droit d'orienter votre CV pour pouvoir, je dirais, l'orienter vers ce que vous avez envie de décrocher comme type de poste. Donc, Mm. montrez plutôt ce que vous avez déjà fait qui correspond au poste que vous essayez de décrocher. Et il faut juste ne pas mentir. Voilà. Alors, être le premier à dégainer, c'est aussi important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que vous soyez vraiment Réactif. prêt et motivé à chercher votre alternance ou votre stage. Un recruteur, lorsqu'il met en ligne une annonce, dans la semaine qui suit, il est censé pouvoir avoir terminé. L'objectif, c'est pas de traîner des semaines et des semaines pour trouver le meilleur stagiaire ou le meilleur alternant. C'est des postes qui vont très vite et qui parfois durent en une semaine, tout peut être fait. Donc c'est important d'être à l'écoute, quand vous vous inscrivez à ces sites, de vous mettre des rappels pour pouvoir recevoir les offres de façon automatique. Il y a pas mal de choses que vous pourrez automatiser. Mais voilà, c'est vraiment important de tous les jours, voire même plusieurs fois par jour, si vous avez la possibilité le matin ou l'après-midi, de consulter les offres en ligne et d'être parmi les premiers à postuler. À titre d'exemple, les dernières offres qu'on a mis en ligne pour de l'alternance, on a eu des centaines et des centaines de personnes qui ont postulé. Et en traitant les 20 premières personnes, j'ai déjà trouvé mon alternant. Donc les autres, malheureusement, ont 400 reçu un, réponses par offre qu'on avait publiée, si je me rappelle bien. voilà. Donc les autres ont malheureusement reçu un retour négatif, non pas parce que leur profil ne correspondait pas, mais c'est juste que parmi les premiers, on avait déjà trouvé nos alternants. En fait, pour Pro- résumer, le recrutement idéal, Mm. c'est quelqu'un publie une offre et vous répondez et vous êtes embauché avant que les autres aient le temps de postuler. Ça, c'est le recrutement idéal. Donc, on sait bien sûr que c'est un peu hors de portée, mais votre réactivité peut quand même vous aider à vous approcher de ce recrutement idéal. C'est-à-dire, vous avez déjà terminé votre recrutement quand les autres n'ont pas commencé. Ça vous fait moins de concurrents en réalité. Exactement. C'est ça qu'il faut penser. Exactement. Il faut être très, très organisé aussi lorsque vous postulez parce que vous allez postuler à plusieurs annonces et parce que vous serez en pleine recherche. Donc, c'est important de vous créer un fichier de suivi où vous allez pouvoir mettre la date, le nom de l'entreprise, sur quel site et pour quelle offre vous avez postulé. Ça va vous permettre de faire des relances. Il faut aussi vous rappeler de quelle version du CV vous avez envoyé. Si vous avez préparé plusieurs Exactement. CV différents, il ne faut pas vous mélanger ensuite quand vous revenez. Imaginez que vous alliez en entretien avec un CV puis vous ne sentez pas le bon CV, c'est pas génial. Alors, Delia qui nous pose une question, qu'est-ce qui est mieux entre déposer son CV en main propre et déposer via mail et Indeed? Ça dépend du Alors, effectivement, secteur. aujourd'hui, avec la crise sanitaire, je répondrais un peu bêtement en disant par mail ou Indeed, mais en toute transparence avec toi, toutes les personnes qui sont passées un jour en entreprise, et ça c'est moi à titre personnel, et qui ont déposé leur CV, j'ai quand même pris la peine de les appeler. Parce que effectivement, ça montre vraiment une recherche plus importante qu'au travers de la boîte mail et des job boards. Mais ça ne veut pas dire pour autant que j'ai recruté toutes ces personnes. Donc c'est vrai que c'est un plus, mais bon, la crise sanitaire fait que aujourd'hui, il vaut mieux éviter de se déplacer, il vaut mieux passer par les mails. Et du coup, par rapport aux relances, toutes les relances sont bonnes parce que souvent j'entends dire oui, mais vous savez, on ne peut pas relancer parce qu'on postule à travers une plateforme et on n'a pas le contact du recruteur. Et ben en fait, il suffit juste à partir du moment où vous avez le nom de l'entreprise pour laquelle vous postulez, vous pouvez passer par son site internet, trouver le numéro du standard, faire une recherche sur LinkedIn également et taper le nom de la société plus recruteur et vous verrez tous les recruteurs apparaître sur votre page et vous pourrez les contacter, faire une demande de contact et les contacter en direct pour leur demander où en est ma candidature, est-ce que l'offre est toujours d'actualité, etc. Donc il y a pas mal d'astuces comme ça qui vous permettront de relancer, de savoir est-ce que votre candidature a été traitée ou non, est-ce qu'elle est en shortlist, est-ce que suite à un entretien, et notamment si vous avez la chance de décrocher un entretien, toujours demander le contact de votre interlocuteur. Est-ce que je peux garder contact avec vous si jamais j'ai des questions? Ça vous permettra de faire vos relances. Euh, voilà, montrer sa motivation en étant acteur, ça peut Bien être comme sûr. Delia.
voilà, comme Delia le disait, en allant déposer son CV en main propre, mais au-delà de ça, lorsque vous avez la chance d'avoir un recruteur au téléphone, l'objectif pour vous, ça sera de décrocher un entretien. Parce que le recruteur, il va appeler plusieurs personnes et au téléphone, il faut tout de suite être souriant. Il faut être punchy, dynamique. Même si vous êtes jeune, même si vous êtes timide, ben, il va falloir faire l'effort de s'ouvrir pour montrer qu'on est différent d'un autre étudiant que le recruteur a pu avoir en ligne. Et en fait, des fois, on laisse sa chance à un jeune étudiant qui n'a pas d'expérience parce que bah, voilà, il y a eu un dynamisme, il y a eu un bon échange, il y a eu un feeling. Et ça joue énormément sur bah, les offres de stage et d'alternance au-delà des compétences. Donc, c'est important de faire de son mieux et voilà, de dire aux recruteurs, bah, voilà, ce que vous pouvez faire également, c'est dire au recruteur, ben voilà, moi je recherche une alternance. Le recruteur qui vous dira, ah désolé, j'ai pas de budget, ben là vous allez pouvoir rebondir avec ce que disait Olivier sur, bah attendez, je vous coûterai rien du tout parce que tout sera financé par l'OPCO, les études seront gratuites et puis comme ça vous allez avoir un renfort. Moi ça me permet de continuer mes études et vous aurez un renfort au sein de vos équipes. Donc vous êtes mieux armé et vous êtes vraiment acteur Ouais. de votre recrutement. C'est l'argument qu'on donne aux entreprises. En fait, on a deux types d'interlocuteurs. Nous, en tant Mm. qu'école, en tout cas, j'ai les boîtes qui me disent: ah, mais c'est la crise, mon bon monsieur, vous n'y pensez pas, on ne peut pas recruter, on ne sait pas où on va. Et, euh, et les autres qui me disent: oui, mais on est débordé, on a beaucoup de travail à faire. Et donc, dans un cas comme dans l'autre, la réponse, c'est l'alternance. C'est-à-dire que pour ceux qui ont beaucoup de travail, eh bien, le fait de prendre des alternances, ça leur permet d'augmenter l'équipe et de former des gens qui pourront ensuite être embauchés et puis être Mm. efficaces. Et pour ceux qui ont peur du futur parce que ils savent pas s'ils vont, quel est leur chiffre d'affaires, est-ce qu'ils sont dans le rouge ou est-ce que ils vont réussir à survivre encore un an, eh bien, l'intérêt, c'est que comme l'alternance, ça leur coûte zéro, bah, ça leur permet en fait de se renforcer, d'avoir plus de compétences pour peut-être servir plus de clients, arriver à faire plus de chiffre d'affaires, et sans que ça leur coûte cher, justement, grâce à l'alternance. Voilà. Il ne faut, juste pour répondre à Delia, il ne faut jamais abandonner. Il faut peut-être prévoir des parachutes. L'alternance, c'est pas facile à décrocher parce qu'on s'engage sur 1 an ou 2 ans sur un jeune. En Euh, général, les raisons de pas en alternance, c'est soit parce qu'ils pensent que ça leur coûte de l'argent, parce qu'ils sont encore dans c'est ça. l'ancien système, et ils n'ont pas compris que maintenant il y a des prises en charge où c'est gratuit, etc. Donc Mm. là, il faut les éduquer, il faut leur apprendre la bonne nouvelle. Et, ou alors, c'est parce qu'ils pensent qu'ils vont devoir passer trop de temps à s'occuper de la personne et qu'il ne va pas pouvoir monter en compétence. Alors qu'en réalité, on a vu qu'un contrat d'alternance, ça pouvait durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et Mm. donc, même s'il faut s'occuper du jeune pendant un mois pour qu'il apprenne un peu le boulot, après le reste du temps, le jeune, il est efficace et puis il a appris le métier, quoi. Il est capable de se gérer tout seul. Donc, très souvent, c'est des mauvaises raisons quand ils disent pas de l'alternance. Mm. Mm. Donc il faut pas lâcher, je pense. Il faut continuer à chercher. Si c'est pas cette société, c'est que ce sera une autre. Après, il y a des sociétés, voilà, leur politique, parce qu'ils sont pas au courant, parce que, comme dit Olivier, hein, Par ignorance, ouais. ils n'en savent pas plus, bah, forcément, ils vont dire non, non, non. Mhm. Donc ça va être les rassurer. Et puis si c'est vraiment non, bah, c'est tenter sa chance dans un autre. Il y a énormément de sociétés, en tout cas sur Paris et partout en France, et il y aura forcément la société qui lui donnera sa chance. Et bah justement, en parlant de chance et d'outils, bah, LinkedIn, c'est la suite. LinkedIn est un réseau social professionnel. C'est un réseau social où je vous invite tous à vous créer un compte, à rajouter vos camarades de classe, vos enseignants, vos futurs employeurs, vos futurs collègues pour vous commencer à vous constituer un réseau. Et LinkedIn va vous aider dans votre recherche d'emploi, va vous aider euh, à la fois dans votre recherche, mais aussi vous, plus tard, vous pourrez aider des personnes, des amis, de la famille, des anciens collègues en les cooptant et en les recommandant au travers de LinkedIn. C'est vraiment l'un des outils Précise juste, incontournables. avant que Myriam continue, Mm, que mm, cette présentation, on vous l'enverra. Hein, mm, vous m'enverrez tout à l'heure votre email par message privé et je vous enverrai le PowerPoint pour que vous puissiez l'utiliser chez vous. Ouais, mm, parce qu'il y a mm. beaucoup de choses écrites et vous n'avez peut-être pas le temps de noter, donc voilà, je préfère le préciser.
Et donc, du coup, c'est important en tant qu'outil de recrutement et outil professionnel incontournable de se créer un compte. Le plus tôt sera le mieux, puisque plus tôt vous le créez, plus vite vous pourrez l'alimenter et avoir de nouvelles relations. Donc, en fait, on a créé ce petit questionnaire pour savoir si vous êtes prêt à vous lancer sur LinkedIn, si vous le maîtrisez et si vous avez pu en fait, mettre en avant toutes les astuces de cet outil. Donc, la première question étant, est-ce que vous êtes sur LinkedIn? Donc, soit oui, soit non, ça dépend de vous. Souvent, quand on sort du lycée, qu'on est encore en terminale, on ne connaît pas encore, mais c'est à partir des études supérieures où là, dans des écoles et tout, on commence à entendre parler de LinkedIn. Donc, ça, c'est important de vous créer un compte. Et en fait, on vous a posé 10 questions pour savoir si votre compte était parfaitement complété. Donc, êtes-vous sur LinkedIn? Avez-vous un lien LinkedIn simplifié? Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir créer. Là, vous avez l'exemple de l'URL d'Olivier. Olivier n'est pas en recherche, mais si jamais il était en recherche, il pourrait copier-coller l'URL et le rajouter également sur son CV. Ça montrera, tiens, le recruteur qui est un peu curieux, moi en tout cas, c'est ce que je fais, je vais tout le temps jeter un coup d'œil au compte LinkedIn, voir si j'ai pas des relations en commun avec la personne et me dire, tiens, peut-être que quelqu'un pourra me présenter Olivier, pourra m'en dire un peu plus sur lui. Il a postulé dans ma société, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble. Donc, c'est toujours plus joli d'avoir un lien simplifié parce que sinon, si vous ne créez pas un lien simplifié, vous verrez un lien avec des chiffres et ce n'est pas très joli. Est-ce que vous avez une photo professionnelle? Très, très important de mettre une photo professionnelle. Ce que j'appelle photo professionnelle, pas forcément chemise, cravate, costume, je vous rassure, mais voilà, un petit haut basique, un fond un peu neutre, une chemise ou une veste éventuellement. Si vous êtes partisan de la chemise, vous pouvez aussi en avoir une. Mais voilà, il ne faut pas non plus que ce soit une photo Facebook. On n'est pas en train de manger de la glace ou au restaurant. Ce n'est pas une photo en maillot de bain à la plage, etc. C'est un cadre professionnel. Bandeau personnalisé. Vous verrez sur LinkedIn, vous avez un sorte de bandeau bleu, un peu... je crois que sur Facebook, il y a aussi un bandeau que vous pouvez personnaliser. C'est un peu le même concept. Vous avez un bandeau que vous pouvez personnaliser. Voilà. Section info. Alors, vous avez une section info, c'est très important de la compléter. Souvent, on ne sait pas trop ce qu'on y met. Donc, c'est se présenter, se présenter tout simplement. Au-delà d'écrire les expériences, puisque vous aurez la place pour décrire vos expériences, votre formation, vos compétences, etc. La section info, c'est là où vous mettez un peu des mots sur votre recherche ou ce sur quoi, qu'est-ce que vous faites dans la vie, en précisant que vous n'êtes peut-être pas en recherche ou en précisant, aujourd'hui étudiant à l'ESTIAM, en 3e année, je suis en pleine recherche d'une alternance. J'ai déjà eu une précédente expérience dans le développement et aujourd'hui, je souhaite me lancer dans tout ce qui est data engineering, par exemple. Une petite présentation. Vous pouvez mettre aussi un petit peu vos passions. Passionné de n'importe quoi, de pêche. J'ai 2-3 ans d'expérience en tant que développeur. Enfin, voilà, le fait de préciser un peu ses passions, c'est la partie un peu centre d'intérêt aussi que vous pouvez mettre en avant sur la partie section info. Alors, avoir au moins 50 relations professionnelles, ça montre que vous êtes actif. Pourquoi? Parce que souvent, on se crée un compte et puis on n'en fait rien. On le laisse de côté. C'est bien, c'est déjà un bon début, mais il faut quand même l'alimenter. Et c'est vraiment en rajoutant des relations, en partageant du contenu et en échangeant sur votre recherche ou sur la recherche des autres ou sur du contenu professionnel que vous allez vous créer vraiment un réseau solide et pouvoir vous mettre aussi en avant sur LinkedIn. Pareil, LinkedIn fonctionne comme un job board classique, c'est-à-dire que côté recruteur, si jamais vous précisez que vous êtes en recherche, plus vous allez être actif et plus vous allez avoir de relations, plus vous allez aussi apparaître en top de liste des recruteurs. Donc là également, décrire en détail ses expériences. Donc ça, c'est la question numéro 6 et pas juste l'intitulé. C'est pareil, c'est Un peu tout comme dans aussi le CV, important. c'est-à-dire qu'il faut détailler en fait, pas juste mettre quelque chose de trop court, quoi. Exactement. Ce que vous pouvez faire, éventuellement, si jamais vous ne détaillez pas, vous pouvez joindre en pièce jointe votre CV sur votre LinkedIn. Donc, c'est pas mal.
Et pareil, la petite astuce que beaucoup ne connaissent pas, c'est que si vous détaillez bien votre compte LinkedIn, vous pouvez le télécharger au format PDF et ça vous fait un CV déjà tout fait. Donc au final, le travail n'est pas fait deux fois. Est-ce que vous saviez Euh, qu'on pouvait créer son CV avec LinkedIn? C'est une drôle de nouvelle, ça. ouais. Euh, Expérience décrite en détail. Alors, tous vos diplômes, donc ça c'est pareil, c'est important, les diplômes, les certificats, les expériences à titre, tout ce qui est bénévolat aussi, c'est important de le renseigner, tout comme dans le CV. Les écoles sont enregistrées sur LinkedIn, donc normalement vous retrouvez quasiment toutes les écoles sur LinkedIn. Et pareil, après, vous pouvez vous inscrire dans un réseau d'anciens étudiants au travers de LinkedIn. Et c'est pas mal. LinkedIn vous dit, ah, ben, vous savez, vous voulez postuler à cette offre-là, ben, sachez que comme vous êtes passé par l'Estiam, ben, sachez qu'il y a déjà 5 autres étudiants de l'Estiam qui travaillent déjà dans cette société. Et peut-être même vos amis sans le savoir, ou des connaissances lointaines, ou des gens que vous avez croisés en cours. Donc ça met vraiment du lien entre les gens par différentes façons, soit par l'entreprise, soit par le diplôme, soit par les compétences, soit par les expériences personnelles, etc. Et du coup, la partie compétences, en bas de page sur LinkedIn, vous pouvez enregistrer vos compétences. Ben voilà. Ça peut être des compétences fonctionnelles comme techniques, c'est-à-dire je suis à l'aise en gestion de projet, en management, ou je suis à l'aise sur un langage spécifique, le Java, le Python, l'infra, je suis à l'aise sur du Linux, etc., etc. Alors, est-ce que vous êtes actif sur LinkedIn? Ça, c'est la question numéro 9. Il faut être actif sur LinkedIn, partager du contenu et ça vous permettra d'apparaître sur le mur. C'est un peu comme un mur, bon, je compare à Facebook parce que je ne sais pas si, en tout cas, c'est le meilleur exemple que j'ai, mais vous avez un mur LinkedIn, pareil, qui vous permet de publier en fait des nouveautés, des nouvelles, suivre l'actualité. Vous pouvez très bien suivre l'actualité juridique et notamment sur les réformes qu'explique Olivier sur LinkedIn, suivre des entreprises également. Enfin voilà, vous pouvez suivre pas mal de choses sur l'outil. Alors du coup, je ne vois plus la Ah, dernière question. excuse-moi, je sais pas Il n'y a fait pas de exprès. mal. Alors vous pouvez suivre des entreprises, donc ça c'est sur la partie suivez-vous des entreprises dans la section centre d'intérêt. Vous avez une section centre d'intérêt pour suivre des entreprises. Donc ça aussi c'est intéressant. L'une des astuces premières de LinkedIn, puisque ça reste un réseau social professionnel, c'est aussi sur la partie recherche d'entreprise. Vous pouvez l'inscrire clairement sur votre CV que vous êtes en recherche et vous pouvez activer en fait un petit bouton dans les paramètres pour montrer à tout le monde que vous êtes en recherche et vous apparaîtrez, il y aura un bandeau vert au niveau de votre photo qui apparaîtra et qui précisera en recherche. Donc voilà pour l'outil LinkedIn. Bon, j'ai été très synthétique et très rapide. Sachez, et ça c'est très important, moi je vous invite vraiment à suivre l'Estiam sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux. On est un peu partout. Et en fait, tout au long de l'année, on organise des webinars sur comment trouver son alternance sur LinkedIn ou comment trouver son alternance de manière générale sur d'autres job boards. Donc voilà. Est-ce utile de s'inscrire sur LinkedIn dès la terminale? Alors Oui. oui, 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 parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vos camarades de classe aujourd'hui, vous êtes tous en terminale, vous savez peut-être ce que vous avez envie de faire, il y en a d'autres qui ne savent pas. Que votre camarade de classe soit dans l'informatique, dans le juridique, dans les RH, dans la comptabilité, eh ben, ça vous fera toujours un contact dans ce domaine-là. Et plus tard, en entreprise, si vous allez vous souvenir que votre collègue de classe, de terminale ou même avant de primaire ou peu importe, hein, eh ben aujourd'hui, il est, je ne sais pas, il est peut-être dirigeant, il est peut-être RH, il est peut-être comptable, et il peut toujours vous aider, vous coopter un jour ou l'autre. Donc, je pense qu'il n'est jamais trop tard, ou jamais trop tôt, en tout cas, pour s'inscrire sur cette plateforme. Il y a aussi un phénomène qui est important à noter, c'est que LinkedIn, ça devient par défaut l'outil de recherche des recruteurs, ou au moins Mm, l'outil avec lequel ils vont confirmer qui vous êtes. Donc LinkedIn se retrouve soit au début de la recherche, soit à la clôture de la recherche du recruteur. exactement. Tu peux peut-être en parler, en donner deux mots, mais tu sais, quand tu automatises tes recherches sur LinkedIn, ça te permet de laisser des profils dont tu vas chercher les CV, ou bien tu Mm. reçois un CV, ensuite tu vas vérifier sur LinkedIn si ça correspond au CV.
Exactement. Donc, c'est important de bien compléter son compte parce qu'effectivement, ça nous permet de faire, entre guillemets, ce qu'on appelle des prises de référence pour valider le contenu. Soit de votre CV, bah, soit, comme je vous l'ai dit, on a peut-être un contact ou un collègue lointain en relation et lui demander, bah, ah, bah, tu connais un tel, j'ai échangé avec elle lors d'un rendez-vous, est-ce que voilà, tu peux m'en dire un peu plus? Est-ce qu'elle elle a vraiment fait cette école, etc. Enfin voilà, ça peut aussi être ce type d'outil. Et si au contraire vous n'apparaissez pas dans LinkedIn, c'est un peu suspect. Ça veut Mm, dire que vous n'êtes pas rentré dans le monde professionnel quelque part. Donc ça rassure pas un recruteur. Vous êtes encore en mode adolescent attardé, quoi. Alors que là, vous êtes en mode, bah, vous êtes des futurs mm, professionnels. mm, Même si mm. vous êtes encore au début de vos études, vous rentrez dans le monde des études supérieures. Donc c'est des études pour un métier en tout cas. Et donc, vous allez être confronté à des recherches de stages professionnels, hein, peut-être une recherche d'alternance. Donc là, on parle d'un emploi. Une alternance, c'est un CDD ou un CDI. Donc, c'est Mm. un vrai contrat de travail. Et donc, pour ça, il faut être au minimum sur le réseau LinkedIn, qui est le réseau des professionnels. Surtout si vous Alors, êtes dans l'informatique. Là, c'est incontournable. petit détail quand même important, lorsque vous allez vous inscrire, on va vous demander une adresse mail. Bah, souvent, quand on est jeune, moi aussi je suis passée par là, on avait une adresse qui était une adresse mail pas très professionnelle, hein. Moi, je m'appelle Myriam Mouragui, j'avais une adresse Mimi, blablabla. Bon, ça fait pas très professionnel entre nous, donc voilà, faites vraiment une adresse pro, nom, point, prénom, avec peut-être quelques chiffres, arrobase, je sais pas, Gmail, Outlook, peu importe, mais quelque chose de pro. Euh, ça passera mieux aussi parce qu'après, ce sera partagé. Vous pouvez ouvrir ou non vos coordonnées, mais autant ouvrir des coordonnées qui soient professionnelles et pas voilà, pas une adresse mail un peu perso, on va dire. Merci, mais vous n'avez pas de questions particulières donc, sur LinkedIn, ce genre de choses? Alors, on va passer à l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche, en fait, là, je vous ai fait un peu le détail des différentes étapes. Et après, on va voir, ça c'est l'entretien idéal, et on va voir comment ça va se passer dans la réalité. Donc, un entretien d'embauche idéal, c'est que vous rencontrez, donc vous avez rendez-vous à une entreprise, et vous commencez par ce qu'on appelle une carte de visite minimale, qui vous permet de nouer un lien avec la personne que vous rencontrez et de briser la glace. Sauf que cette partie-là, ce qu'on ne sait pas trop, c'est qu'en réalité, ça ne va pas se passer quand vous asseyez dans le bureau de la personne. Ça va se passer quand il vient vous chercher en bas, au rez-de-chaussée, à l'accueil, et quand il va vous amener, vous allez prendre l'ascenseur ensemble, vous allez traverser les couloirs avant d'arriver dans son bureau. Et Mm. c'est pendant toute cette partie-là qu'il faut que vous arriviez à discuter un petit peu avec lui, avec la personne avec qui vous avez rendez-vous, et à nouer un lien. Donc c'est des choses tout bêtes, hein, lui dire merci pour le rendez-vous, lui dire que vous êtes content de le rencontrer, et que bah, vous espérez que votre profil va l'intéresser. Voilà, c'est des banalités, mais être capable de dire ça, c'est un bon début plutôt que rester complètement muet alors que vous êtes en train de traverser, vous faites 300 mètres de couloir et vous ouvrez pas la bouche, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Mm. Et juste pour compléter ce que dit Olivier, on ne sait jamais qui nous ouvre la porte en entreprise. Moi, je sais que parfois, des fois, je m'installe dans le bureau de l'accueil, alors que je ne suis pas la dame de l'accueil, mais des fois, je m'y installe. Non pas juste parce que c'est pratique, c'est juste à côté du bureau du grand directeur, mais on ne sait jamais qui nous ouvre la porte. Donc, c'est toujours important, même la personne qui vous ouvre la porte, qui vous accueille à l'entrée, toujours être souriant. Euh, et de se tenir droit et de se mettre vraiment en mode entretien dès l'entrée, même quand vous traversez les couloirs, enfin, voilà, d'être toujours souriant et avenant. Ouais, c'est un conseil qui est vraiment important. Ouais. De toute façon, moi je prends notre cas. Dans l'entreprise où on est, Mm, il y a des personnes qui n'ont pas un titre ronflant et en fait, on va beaucoup s'appuyer sur leur opinion aussi. Et donc, si la personne nous fait une remarque du style, tiens, la personne que tu as rencontrée, ben, en fait, il n'a pas été très poli avec moi quand je l'ai accueilli, mm. et ben, on va le noter. Voilà. Donc, c'est important de traiter tout le monde bah, avec le même respect, de toute façon. Alors ensuite, une fois que vous avez fait cette petite carte de visite, vous avez une grosse partie dans l'entretien qui est la recherche d'informations utiles. C'est-à-dire,
c'est une partie où vous allez à la découverte du poste, vous essayez de connaître l'entreprise, quel est le poste à pourvoir dans l'entreprise, les missions dans le poste et quel est le profil qui est recherché. Alors, on a tendance à confondre les deux, mais le poste et le profil, ce n'est pas la même chose. Hein. Donc, le poste, c'est les choses qu'il faut faire et le profil, c'est ce que la personne doit être capable de faire. Et donc, dedans, on va détailler les compétences techniques que vous devez posséder ou bien les qualités humaines qui sont demandées pour ce poste. Et pour arriver à tirer un peu les verres du nez de votre interlocuteur, il y a un système tout simple qui s'appelle les questions ouvertes, qui est, attendez, voilà, j'essaie de faire un truc, voilà, cette partie-là, qui sont des questions qui font parler. Voilà, c'est une personne est en train de vous expliquer que le poste à pourvoir est au sein du département informatique qui vient de se réorganiser, que dans ce cadre-là, il y a un département qui est spécialisé sur l'intégration de nouveaux logiciels autour du secteur financier. Si la personne finit sa phrase et vous lui dites mais encore, il va être obligé d'aller plus loin dans le détail. Ou si vous lui dites c'est-à-dire, ou bien qu'est-ce que vous entendez par le secteur financier? Et donc, ça oblige la personne à aller à vous donner des précisions. Et donc, vous, ça vous permet d'avoir plus de détails sur le poste pour être plus fort quand vous allez parler de votre CV. Voilà. Alors là, je vous dis bien, c'est dans un cas idéal où la personne va vous donner toutes les billes avant que vous sortiez votre CV. Après, on va voir comment ça se passe en réalité. En général, c'est le contraire. Vous verrez que souvent, c'est le recruteur qui fait sa recherche d'informations utiles. C'est-à-dire que lui, les questions qu'il va vous poser, ce n'est pas sur l'entreprise, c'est sur vous. Il va vous demander c'est quoi votre formation, qu'est-ce que vous avez fait comme expérience, que vous connaissez comme technique, est-ce que tel logiciel vous le connaissez bien, est-ce que vous connaissez tel langage de programmation, ou est-ce que vous avez de fortes compétences en anglais. Voilà. Donc ça, c'est les questions, c'est l'enquête que va mener le recruteur. Mais nous, on est du côté du recruté. Et donc, du côté du recruté, on essaye de récupérer tous les éléments sur l'entreprise, le poste et le profil. Bien entendu, quand on est venu dans le rendez-vous, on s'était renseigné d'abord. On était sur le site web de la boîte pour comprendre c'est quoi son métier, c'est quoi son histoire, est-ce que c'est une petite boîte ou est-ce que c'est une boîte énorme, quel est son chiffre d'affaires, est-ce qu'elle a des produits phares. Enfin voilà, c'est essayer de bien comprendre l'entreprise pour pouvoir montrer aussi à la personne que vous rencontrez que vous êtes préparé le rendez-vous et que vous n'êtes pas venu les mains dans les poches et que vous êtes renseigné. Parce que ça va vous permettre de marquer des points. C'est personnellement, il n'y a rien qui m'énerve plus que une personne qui n'a pas compris. D'ailleurs, très souvent, moi, en entretien d'embauche, je commence par des questions pièges du style est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous avez compris du poste? Ah, et ben, la personne, soit elle n'a rien compris, soit elle a mal compris. Si elle a mal compris, c'est pas grave. Au moins, elle a essayé de comprendre. Mais si elle est incapable de me reformuler quoi que ce soit, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne s'est pas intéressé au truc. Il n'a pas été cherché, il a même pas lu le descriptif du poste à pourvoir, ou il n'a pas été sur le site web regarder les infos sur l'entreprise. Et ça, pour moi, c'est fin de non-recevoir. Donc, une fois qu'on a passé toutes ces questions-là, on va reformuler. Par exemple, ici, on va dire, bah, si je vous comprends bien, aujourd'hui, vous cherchez une personne qui va travailler sur du développement de programmes plutôt sur des sites web, qui doit bien connaître le langage HTML, le langage PHP et puis le langage JavaScript, qui parle bien l'anglais et qui soit capable euh, de gérer une base de données MySQL. Et là, la personne va dire oui, c'est ça tout à fait. Ou bien il va vous dire non, non, vous oubliez un détail, c'est qu'il faut bien connaître aussi les méthodes, la méthode Scrum. C'est une méthode informatique. Au moins, quand vous avez passé cette étape-là, vous avez pu vérifier que vous avez bien compris le poste. Et si vous avez oublié un truc, on vous a donné l'info de ce que vous aviez oublié. Et donc, on part sur de bonnes bases, parce que là, qu'est-ce qu'on va faire? On passe sur une partie démonstration, argumentation. C'est-à-dire, c'est là qu'on va dégainer son CV
et puis qu'on va cocher les cases du poste à pourvoir. Donc c'est là que vous dégainez votre CV et que vous expliquez que, bah oui, en effet, à tel moment vous avez fait du JavaScript, qu'à tel moment vous avez fait de l'HTML, que là vous avez touché à MySQL et que vous êtes bilingue anglais. Et donc vous allez cocher les cases. Bon, bien entendu, il y a toujours une case qui manque, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout connaître non plus sur Terre. Donc il y a peut-être des trucs qui vont demander et puis que vous n'avez pas forcément. Comment on fait dans ce cas-là? On compense en fait par du potentiel, de l'envie, une capacité d'adaptation. C'est-à-dire que si par exemple il vous manque, j'en sais rien moi, le langage JavaScript, bah, vous allez expliquer que ça tombe bien parce que c'est au programme de l'école cette année, que c'est les cours qui vont arriver là bientôt, que aujourd'hui c'est pas ce que vous avez fait, mais vous êtes très motivé pour l'apprendre. Vous savez que c'est important sur le marché du travail, que vous êtes une personne jeune et que vous avez l'habitude d'apprendre et puis de vous mettre très très vite au niveau, que vous êtes extrêmement motivé pour pouvoir monter en compétences et que vous promettez à la personne que s'il vous prend sur ce poste, vous serez très très vite efficace sur cette technique-là, même si vous ne l'avez pas encore touchée. Et que en plus, vous savez que ce langage-là, il ressemble beaucoup à un autre langage que vous connaissez bien. Voilà. Donc, c'est tout un nuage de points que vous allez mettre autour qui est sur le fait que c'est pas si difficile que ça, que de toute façon, dans votre état d'esprit, vous avez l'habitude d'apprendre, vous êtes prêt à vous y mettre, que vous êtes impliqué et que le temps de, comment dire, le décalage entre le poste et vos compétences, en fait, dans le temps, ça va être très très vite rééquilibré. Voilà, l'idée, c'est de donner de l'espoir à la personne qui vous embauche. C'est bon pour vous? Bah, c'est justement la question que vous allez lui poser après avoir parlé de votre CV. Donc c'est est-ce que vous pensez que je corresponds à ce poste? Et donc si vous rajoutez n'est-ce pas à la fin de la question, ça vous augmente, ça vous fait x2 sur les réponses positives. Voilà. Donc je corresponds au poste, n'est-ce pas? Et voilà. Et ça va être beaucoup plus dur pour l'autre de vous dire que non, pas du tout. Et après, au moins, quand vous avez passé ce cap-là, qui était donc le cap de recherche d'informations, une synthèse pour bien reformuler avec la personne ce qu'il recherche, ensuite vous lui avez vendu votre profil, vous avez recetté qu'il a bien acheté, bah, après, c'est là qu'on parle uniquement d'argent. C'est là qu'on va parler du salaire, qu'on va parler de la négo, de la date de démarrage. Mais quand on arrive ici, ce qui est important, c'est qu'on sait que tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que ici, vous savez que le poste vous plaît. Donc quand vous arrivez ici, vous connaissez le poste, vous savez que vous avez envie d'aller plus loin. Et quand vous arrivez là, vous savez que la personne a envie de vous en termes de profil de compétences. Et donc les deux ont envie d'aboutir quand on arrive ici. Voilà. Ça, c'était dans un monde je dirais, idéal. En réalité, ce qui va se passer, c'est que au mieux, ça va être une sorte de ping-pong, c'est-à-dire que chacun des deux, entre le recruteur et vous-même, vous allez avancer sur votre démarche. C'est-à-dire que vous lui dites bonjour, il vous salue, il vous pose une question, vous répondez, vous lui posez une question, il vous répond. Voilà. Et vous avancez en parallèle, comme ça, chacun de son côté. Mais en réalité, comme le pro du recrutement, c'est pas vous, ce qui va se passer, c'est plutôt ça. Et donc, ça, c'est quoi? C'est que finalement, c'est le recruteur qui va faire sa recherche d'informations. Donc, qui va bah, vous attraper un peu à la gorge en vous disant, bon, installez-vous, très bien, donnez-moi votre CV. Bon, alors, qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Ah, tiens, vous avez fait telle école, parlez-moi. Et ah, je vois que vous êtes passé à tel endroit, vous avez fait quoi exactement? Voilà, il va vous questionner, il va vous cuisiner. Mais il ne faut pas refuser, il faut répondre à ces questions. Sauf que à la fin, ne serait-ce que par politesse, il va devoir vous parler un peu du poste. C'est-à-dire que lui, il aura fait sa recherche d'informations utiles, et puis là, il va passer à sa phase de démonstration à lui, sauf qu'il ne va pas démontrer un CV, du coup, il va démontrer le poste et l'intérêt de la boîte. Donc c'est là qu'il va vous expliquer que la société pour laquelle le recruteur travaille, c'est la plus belle société du monde. Vous avez une chance énorme d'être assis devant lui pour cet entretien, et que le poste, c'est le poste de vos rêves. Et donc, quand il arrive sur cette partie-là,
c'est là que vous enchaînez sur vos questions à vous. C'est-à-dire que là, la personne va commencer à vous parler de la boîte et du poste, et ben vous en profitez pour rebondir et pour approfondir. Et une fois que vous avez fait ça, même si vous a déjà un petit peu passé sur le grill sur votre CV, ben, une fois que vous avez bien repris donc, les informations, vous faites votre synthèse, là, vous reformulez, vous lui dites, bah, si je vous ai bien compris, d'après ce que vous m'avez dit, le poste à pourvoir, c'est ça, ça, ça et ça. Est-ce qu'on est bien d'accord? Là, il va dire que oui, ou bien il va vous dire que vous avez oublié un détail, et puis au moins vous partez sur de bonnes bases. Et dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous enchaînez sur... Alors, tout à l'heure, on a parlé de mon CV, mais j'ai oublié de vous préciser un détail, parce que là, vous m'avez donné des éléments supplémentaires sur le poste. Et ce que je voulais juste vous dire, c'est que dans le CV, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose qui correspond à ce que vous recherchez à tel endroit. Et donc, vous refaites votre démonstration une deuxième fois, même si vous a cuisiné une première fois sur le CV, c'est pas grave, vous le redégainez. Donc, on est bien sur 2 entretiens d'affilée, vous voyez? Donc, vous avez saisi votre opportunité, qui est le moment où il va commencer à vous parler du poste. Vous en avez profité pour enchaîner sur votre recherche d'informations utiles. Et ensuite, vous passez sur votre démonstration sur le CV. Et bien sûr, après, c'est la négociation. Voilà, donc ça, Alors, juste c'était pour, la boîte à outils pratique. ouais, pour compléter ce que dit Olivier, pour pouvoir vraiment mener à bien ces entretiens, je vous invite vraiment à être à l'écoute et surtout à prendre des notes. Très, très important de prendre des notes. Il n'y a rien de pire pour moi lorsque je fais un entretien et que je prends le temps de présenter le groupe, l'entité, le poste, et que je vois la personne en face de moi qui me regarde pendant 20 minutes et qui prend aucune note. Et à la fin, je lui pose la question, qu'est-ce que vous avez compris? Et puis là, quand la personne commence à regarder le plafond ou à droite à gauche, je comprends vite que j'ai perdu mon temps. Donc c'est important de prendre des Cette notes. question piège dont je vous ai parlé tout à l'heure, où je vous disais, dites-moi ce que vous avez compris du poste, cette question Mm, piège, nous, on peut très bien la reposer à la fin de l'entretien. exactement. Donc, juste pour résumer aussi quand même, pour dédramatiser l'entretien, c'est une double vente. C'est-à-dire, c'est pas juste vous qui devez Mm. absolument décrocher le poste. L'entreprise aussi, elle doit montrer qu'elle est attractive. Donc, c'est juste pour vous aider à pondérer un petit peu, à déstresser. Il s'agit quand même d'un rapport d'égal à égal, même si on n'en a pas l'impression a priori. On est quand même sur un contexte où le recruteur, il n'a pas envie de se tromper. Et donc, comme il n'a pas envie de se tromper, il va vraiment discuter avec vous, mais pas pour vous piéger, juste pour être sûr que le recrutement, ça soit un recrutement qui va s'inscrire dans la durée. Voilà. Attendez, je vois que j'ai quelqu'un en attente, je le fais rentrer dans la réunion. Voilà. Ensuite, soyez naturel, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'essayer de vous montrer sous un jour qui n'est pas le vôtre, parce que ça veut juste dire que le recrutement, s'il va pas clasher pendant l'entretien d'embauche, il va clasher pendant la période d'essai. Donc autant vous montrer sous votre jour réel, et de façon à ce que si le recrutement se fait, ben, il se fera dans la durée. Après, quand je dis votre CV est béton, c'est qu'il faut être conscient, vous, que vous avez un bon CV. À partir du moment où c'est un CV qui ne ment pas, c'est le point le plus important. C'est un CV qui reflète votre expérience. Si vous êtes ici en entretien, c'est parce que l'autre en face, vous l'intéressez. Donc, il faut être en confiance. Sinon, vous n'auriez pas le rendez-vous. C'est Myriam comme moi, on passe notre temps à recevoir des CV et donc grosso modo, pour 1000 CV reçus, on va faire 50 entretiens. Donc dites-vous déjà que si vous êtes en entretien, faites partie des 50 sur 1000. Donc soyez professionnel, donc il ne faut pas, ce que disait Myriam, attention à l'attitude, ce genre de choses. On ne vous demande pas non plus de mettre un costard cravate ou de venir en smoking, mais d'avoir une attitude qui soit, vous montrer que vous êtes impliqué, ou vous êtes professionnel, vous venez pas avec un jean troué, ou bien en, vous ne mettez pas les pieds sur la table ou ce genre de choses, quoi. Donc vous avez une attitude, vous êtes assis correctement, vous regardez les gens dans les yeux sans les défier, donc il faut les regarder avec, comment dire, avec assurance, avec naturel. Voilà, ça c'est important.
Et ensuite, il faut rassurer l'autre. Ce que je dis toujours, moi, c'est que le recruteur est un petit oiseau craintif qu'il faut rassurer. Il n'y a rien de pire pour un recruteur que d'embaucher quelqu'un et que cette personne s'en aille avant la fin de la période d'essai, par exemple. Ça, c'est un échec pour tout le monde. C'est un échec pour la personne qui recrute, parce que ça veut dire que, il avait mal calculé le fait que la personne n'allait pas bien s'intégrer dans l'équipe. Et c'est un échec pour celui qui était embauché, parce que si vous partez avant la fin de la période d'essai, vous n'êtes pas venu pour ne pas rester, quoi. Et donc, c'est pareil dans un stage. Vous avez envie que le stage, il aille jusqu'au bout. Vous n'avez pas envie que, au milieu du stage, ça pète parce que humainement, ça marche pas ou ce genre de choses. Donc, le recruteur, il a besoin de vous comprendre, il a besoin de savoir qui vous êtes pour pouvoir apprécier la façon dont vous allez vous intégrer. Et dans les parties qui vont le rassurer, c'est votre implication et le fait que vous soyez motivé, que vous ayez envie de ce poste et que vous soyez prêt à vous immerger, à vous y mettre. Quand je vous disais tout à l'heure, si jamais je ne connais pas le langage JavaScript, comment je fais, bah, j'explique que je suis capable de m'y mettre rapidement parce que j'en ai vraiment envie. Et comme j'ai l'habitude d'apprendre, ça ne va pas faire un pli, je vais m'y mettre. Et donc ça fait partie des choses qui rassurent le recruteur. Et ce qu'il faut éviter, en fait, c'est les discours. Très souvent, moi, je vois des gens qui m'envoient des lettres de motivation qui m'expliquent ce que l'entreprise peut faire pour eux. Donc, dans la lettre de motivation, c'est cher monsieur, j'ai bien vu votre poste. En effet, je serais très heureux de pouvoir monter en compétence sur tel ou tel domaine parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et en fait, la lettre, elle devrait être dans l'autre sens. C'est-à-dire que la lettre, elle devrait être cher monsieur, j'ai vu le poste que vous avez à pourvoir. En fait, dans mes expériences, je pense pouvoir contribuer fortement et puis être efficace dans ce poste parce que je peux vous apporter mon vécu dans tel domaine, ou bien le fait que j'ai appris telle ou telle chose, ou que je suis capable, parce que j'ai passé toutes mes vacances, j'en sais rien moi, au Portugal, et donc je parle très bien le portugais, donc c'est exactement ce dont vous avez besoin dans votre entreprise. Et donc, quand on se présente dans une entreprise, il faut vraiment lui expliquer en quoi vous allez pouvoir lui apporter quelque chose. Et on n'a pas besoin d'avoir 20 ans d'expérience professionnelle pour ça, parce que même si vous êtes en terminale ou ce genre de choses, eh bien, quand on est en terminale, on a de l'énergie, on a une capacité d'apprentissage, on a du temps à donner, on a de la créativité, on a beaucoup de choses à apporter, puis on a aussi une expérience propre. Je veux dire, vous pouvez très bien avoir fait, je sais pas moi, tel ou tel sport ou bien telle ou telle expérience. Moi, je me rappelle d'une étudiante, euh, on avait du mal à faire son CV, puis au bout d'un moment, elle m'explique qu'elle avait mis une radio et qu'elle passait son temps à faire des interviews avec des gens et qu'elle avait aussi rédigé on s'appelle des papiers dans des journaux, des choses comme ça. Et donc, alors qu'elle était elle venait d'avoir son bac, ou ouais, c'est ça, elle était en première année. Et donc ça, c'est des choses qui sont valorisables pour une entreprise. Le fait que vous ayez des compétences de communication pour parler avec les autres. Voilà. Et donc, il n'y a pas que l'expérience technique. Voilà. Après, pour terminer rapidement, juste pour vous dire que nous, dans l'école, on pourra vous aider énormément sur toutes ces parties-là, puisqu'on passe notre temps, nous, à former nos étudiants, à aller chercher les entreprises, à présenter nos étudiants à ces entreprises, à les aider à améliorer leur CV, à les aider à organiser leur recherche d'emploi, à les aider notamment, on a parlé de LinkedIn, tout ça, donc à être efficace là-dessus, à développer leur réseau. Et puis, une fois que ces étudiants ont trouvé, nous, on les aide à faire toute la partie administrative, notamment sur l'alternance ou les conventions de stage. Voilà, on est extrêmement réactif là-dessus. Et donc, c'est un point sur lequel on essaye de faire la différence avec les autres écoles. Il y a beaucoup d'écoles en fait qui disent nous on est les super pros de l'alternance, mais en réalité ils vous laissent vous débrouiller tout seul pour trouver votre alternance. Nous de notre côté, on est extrêmement actifs. Je pense qu'on a une très belle équipe qui vous aide.
pour de tête, j'en vois, voilà, on a à peu près 5 personnes qui font que ça. Donc, et de vous aider à trouver votre alternance, avec l'aide active de personnes aussi compétentes que Myriam, ou nous, par exemple, au campus de Paris, on a une directrice de campus qui s'appelle Carole. Carole, c'est quelqu'un qui a passé près de 20 ans dans les ressources humaines, donc elle est très très forte aussi pour vous accompagner sur des démarches de recherche d'emploi. Donc on a un vrai réseau de compétences dans l'école qui nous a permis d'aider nos étudiants à intégrer plein d'entreprises vraiment de tout premier plan. Je ne sais pas si vous connaissez toutes ces entreprises, des boîtes comme Banque de France, tout ça, ça je pense que tout le monde connaît. Est-ce que vous savez par exemple, je ne sais pas moi, Microsoft vous connaissez, est-ce que vous connaissez Avanade? Ça dit quelque chose à quelqu'un? Avanade, en fait, bah, c'est une filiale de Microsoft et puis de notre société qui s'appelle Accenture. Et donc, c'est une boîte de conseil qui est spécialisée dans les technologies Microsoft. Ou Lagardère. Vous connaissez Lagardère? Celle-là, là. Non, ça vous parle pas? Lagardère, vous connaissez peut-être Europe 1. Europe 1, ça leur appartient. Voilà. Ou Télé 7 jours. Ou Paris Match. Ou Gulli. Vous connaissez Gulli? Donc, c'est un grand groupe dans les médias, en fait, Lagardère. Voilà, on a beaucoup d'entreprises dans tous les secteurs avec lesquelles on travaille, qui nous connaissent bien. Et donc, c'est dans ces boîtes-là qu'on enverra votre CV. Bon, bien sûr, si vous voulez faire de l'informatique, parce que nous, on est une école d'informatique, que les choses soient claires. Et alors, juste pour parler financement, voilà, je vous explique en 2 mots. Nous, on a un système d'autofinancement des études pour nos étudiants qui nous permet en fait de les intégrer et de leur permettre de payer leur scolarité sans toucher en fait aux finances de leurs parents. Je vous explique comment ça fonctionne. C'est assez simple. Nous, on est sur 5 ans d'alternance, 5 ans pardon, d'études. Euh, En général, nos étudiants, ils font leurs premières années d'études, les 2 premières années, ils les font comme des étudiants normaux, avec des frais de scolarité qui, chez nous, sont de 6 800 euros par an. Et ensuite, les 3 dernières années, là on les voit, ils les font en alternance. Et pendant ces 3 ans, là je vous ai mis les salaires légaux minimum. C'est-à-dire qu'un étudiant qui fait 3 ans d'alternance, il est certain de ne pas gagner moins que 661 euros la première année, 827 euros par mois la deuxième année et 1186 euros par mois la troisième année. C'est-à-dire que sur les 3 ans d'alternance, il va gagner 33 000 euros. Voilà. Tandis que sa scolarité, donc, elle va être gratuite pendant l'alternance. On en a parlé tout à l'heure. Hein, un étudiant, il n'a rien à payer quand il est en alternance. Et donc, il lui reste juste à financer les 2 premières années d'études qui font 13 600 euros de frais de scolarité. Et chez nous, on a un truc en plus, donc je l'ai chiffré quand même, qui est que si un étudiant part un mois à l'étranger, ben, il paye 1500 euros de frais d'hébergement. Et donc, si on compte sur les 2 années, ça fait 2 fois 1500, ça fait 3000. Et donc, un étudiant qui voudrait passer ses 2 premières années chez nous, il aurait 16 600 euros à financer. Donc déjà, on voit que avec l'argent de l'alternance, ça compense largement. Le seul problème de l'alternance, c'est qu'elle arrive trop tard. C'est-à-dire que les années payantes, c'est les 2 premières, et les années gratuites, c'est les 3 années d'après. Et donc, nous, on a trouvé un système qui est en partenariat avec la Caisse d'épargne, qui prête en fait à un taux de 0,80% les 16 600 euros de frais de scolarité à nos étudiants. Et ce qui permet aux étudiants de financer leurs 2 premières années et de rembourser les frais de scolarité avec les salaires de l'alternance. Et en fait, l'idée, c'est que vous payez l'école avec l'argent de la banque et vous remboursez la banque avec l'argent, avec les salaires de l'entreprise. Et donc, à aucun moment, on a touché à l'argent des parents. Donc, c'est une bonne chose parce que soit vos parents, bah, ils ont mis l'argent de côté, dans ce cas-là, ben, je vous suggère de leur conseiller de vous acheter une voiture ou bien de vous payer un appartement. Ou bien ils avaient
pas suffisamment pour vous payer des frais de scolarité de 800 euros par an. Et dans ce cas-là, là, ça permet justement, grâce à la banque, d'autofinancer la scolarité. Et le point important de tout ça, c'est qu'avec ce système, ça permet à nos étudiants de rembourser leurs prêts avant même d'être diplômés. C'est-à-dire que dans la période des études, ils ont terminé le remboursement des frais de scolarité, ce qui fait que quand vous êtes diplômé, bah, vous partez ensuite dans le monde du travail sans avoir de remboursement à faire. Voilà. Sachant que chez nous, un étudiant qui démarre donc après 5 ans d'études, donc un bac plus 5 plus 0, il est en moyenne à 41 000 euros de salaire annuel. Voilà, je vous le mets dans la discussion. Voilà. Et donc, ça permet aussi de voir les choses avec optimisme. Voilà. Alors, on arrive un petit peu au bout de cette discussion. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Déjà, je vous remercie d'en avoir posé pendant la présentation. Mais si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas. Ok. Alors pour ceux que ça intéresse, on fait nous une présentation de l'école dans 2 semaines. Donc qui aura lieu donc le samedi 12 à 14h30, où là on va présenter en détail comment fonctionne l'école, c'est quoi les programmes pédagogiques, euh, comment intégrer l'école, le processus d'admission, ce genre de choses. Voilà. Donc vous serez les bienvenus. Donc si vous voulez vous y inscrire, il suffit d'aller sur le site web de l'école et de remplir un formulaire qui va être mis en ligne lundi. Voilà. À partir de lundi, vous pourrez, c'est sur la home page, vous verrez, il y a un carrousel, enfin il y a un slider en haut de la home page, et donc vous verrez apparaître le live du 12 décembre. Bah, il me reste à vous remercier à tous pour votre attention. Il est déjà 18 heures. Donc, c'est un vrai plaisir. Ce que je vous suggère, c'est de m'envoyer en message privé votre adresse mail. Comme ça, moi, je vous enverrai, si vous voulez, le PowerPoint que je vous ai présenté, avec Myriam, bien sûr. Voilà, je vous laisse le temps de me l'envoyer. Donc, j'ai reçu 1, 2. J'ai reçu Louis, j'ai reçu Émilie, j'ai reçu Peggy et Delia. Voilà. Bah, je vous remercie encore, hein. Je vous souhaite une très très bonne fin d'après-midi et puis Merci. bah, peut-être à bientôt sur la présentation de l'école. Au revoir à tous.